Assalamu alaikum. Mes chers élèves, nous sommes sur la période 5, séquence A, lire et produire des extraits autobiographiques. Là, c'est en même temps le titre que nous avons donné pour le projet de classe. La séance étude de texte. Les supports sont A et B, page 18. Manuel, livre unique. Les objectifs sont dégager les caractéristiques essentielles d'un projet autobiographique, puis découvrir la notion du pacte autobiographique. Vous avez deux textes. Texte A, une préface de Michel de Montaigne, et texte B, une préface de Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Ce texte A, d'avant-propos ou de préface, est tiré de Les Essais, édition Pingano, 2012. Alors, je vais lire le texte. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privé. Je n'y ai nulle considération de ton service, ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je les vouais à la commodité particulière de mes parents et amis, à ce que m'ayant perdu ce qu'ils ont à faire bientôt, ils y puissent retrouver aucun trait de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen, ils nourrissent plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont eue de moi. C'est aussi, si était pour rechercher la faveur du monde, je me fusse mieux paré et me présenterais en une marche étudiée. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice. Car c'est moi que je peins, mes défauts s'y liront vifs et ma foi naïve. Ainsi, lecteur, je suis moi-même en matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Adieu donc, de Montaigne, ce 1er mars 1580. Alors, par rapport au pacte autobiographique, d'abord, c'est la présentation du projet autobiographique. Montaigne essaie de nous le présenter, mais en même temps, il tente d'établir un pacte autobiographique avec le lecteur. Ce qui le montre, c'est, dès le début, le présentatif, c'est ici un livre. Donc, il présente son projet, son livre autobiographique, et il s'adresse au lecteur. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Bon, alors la première chose, c'est par l'interlocution lecteur. Montaigne s'adresse à lui en disant que par la présentation de son livre, que ce sera un livre de bonne foi, c'est-à-dire de grande sincérité, mais en même temps, il avertit le lecteur dès l'entrée du livre, c'est-à-dire la préface ou l'avant-propos, qu'il n'y suit proposé aucun but, aucune fin, aucune finalité que domestique et privé. Ça signifie que le lecteur n'est pas normalement concerné dans la première intention de l'acte d'écrire de cet auteur. Ce qui le montre, c'est la négation restrictive. Il a donc restreint le champ du lectorat à la sphère privée seulement. On va découvrir par la suite ce qu'il voulait dire par domestique et privé. Donc, il éclaircit petit à petit son idée ou son pacte autobiographique en disant, par exemple, par la suite, je n'y ai encore Y qui remplace à chaque fois le livre. Je n'y ai nulle considération de ton service, c'est le service du lecteur, ni de ma gloire. Donc, je ne cherche pas par l'écriture de ce livre de bonne foi une gloire à réaliser, ni à servir à les attentes des lecteurs qui peuvent être des attentes exigeantes. Donc, je n'ai nulle considération, ça signifie que dans son intention,
il voulait écrire ce livre à la sphère ou pour la sphère publique, privée seulement. Puis, il va nous donner quelques raisons. Pourquoi n'a-t-il pas cette intention de servir le lecteur et de réaliser, ou de tenter de réaliser sa gloire via ce livre? Il a dit, mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Donc je n'ai pas cette fin, et d'ailleurs mes forces ne sont pas capables de le réaliser. Mais on se demande, est-ce que vraiment l'acte d'écrire nécessite des forces, par exemple des forces physiques, une musculature, etc. Eh bien non. De quelles forces donc parle-t-il? Il parle des forces mentales, ok? Ouais, c'est pas intellectuel, mais mentales. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis. Donc il éclaircit ce qu'il a dit tout à l'heure, avec domestique et privé, en reprenant mes parents et amis. Attention encore pour les parents, déjà lui, il a vieilli, et si on prend le sens de parents comme père et mère, ce ne sera pas logique. Donc mes parents veut dire la famille. Je les vouais se dire, je dédie ce livre à mes parents et amis seulement. Donc il a restreint le cercle de la réception de ce livre uniquement aux amis et à la famille. Et pourquoi a-t-il besoin d'écrire un livre à la famille et aux amis alors que ces derniers le connaissent? L'autobiographie donc, normalement si on veut l'écrire, on peut la présenter au lecteur qui peut avoir la curiosité de vouloir savoir tout, et surtout la vie de l'auteur qu'ils aiment. Alors maintenant, on va découvrir ceci avec la suite. À ce que m'ayant perdu, ça signifie que peut-être, ici Montaigne ou Michel de Montaigne, pressant la fin de sa vie, approchait ou s'approchait, ce qu'ils ont à faire bientôt. Ils y puissent. Encore la reprise d'Y qui reprend le livre. Ils y puissent quoi? Ils y puissent retrouver aucun trait de mes conditions et humeurs. Ici, aucun, c'est pas au sens archaïque du terme, mais oui, au sens moderne du terme ou actuel du terme, mais au sens archaïque du terme. Aucun veut dire certain. Aucun veut dire certain. Donc, c'est pas le sens négatif. Ils y puissent retrouver certains traits de mes conditions et humeurs. Ça signifie que la famille et les amis n'ont pas tout su, tout connu de ce personnage ou de cet auteur. Ainsi, grâce à ce livre, ils vont donc avoir quelques traits. Ils peuvent retrouver quelques traits de ces conditions et humeurs. Et que par ce moyen, et le moyen ici, c'est toujours le livre, par ce moyen, ils nourrissent plus entière et plus vive la connaissance qu'ils avaient eue de moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, les amis et la famille connaissent déjà l'auteur, sauf que cette connaissance paraît une connaissance qui est lacunaire, une connaissance qui n'est pas finie, qui n'est pas exhaustive. Alors, ils souhaitent par ce livre qu'il dédie, qu'il voue à la commodité de ses parents et de ses amis, par ce livre, ils peuvent nourrir plus entière. Ça signifie que, avec entière, que la connaissance qu'ils avaient eue de lui est une connaissance qui n'était pas entière, qui n'était pas finie, qui n'était pas complète. Alors, il va devenir entière en lisant la partie cachée de sa personnalité, la partie la plus intime. Puis, il va reprendre le fait qu'il n'écrit pas pour servir le lecteur, je cherche ça. Il n'écrit pas pour le service du lecteur, ni pour sa gloire personnelle. Alors ici, il va reprendre en éclaircissant cette idée davantage. Si c'était pour rechercher la faveur du monde, ça signifie qu'il je cherche. Si c'était pour chercher la gloire, qu'est-ce qu'il allait faire? Je me fusse mieux parais et me présenterai en une marche étudiée. Et d'ailleurs, il a dit que ses forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Donc, si c'était son objectif, le service du lecteur ou la recherche de la gloire, qu'est-ce qu'il allait ou qu'est-ce qu'il devait faire? Il va donc mieux paraître et se présenter en une démarche très étudiée.
Donc, pour dire que ce livre allait être fait avec un français facile, un style facile, bien sûr facile de son propre point de vue. Mais qu'on voyait déjà dans la préface écrite par le même auteur que c'est du français très, très soutenu et très minutieux. On passe, il a dit ici, je veux, dans ce livre en particulier, je veux qu'on m'y voie, et ça reprend toujours le Y de la reprise, le Y, pardon, du livre, je veux qu'on me voie dans ce livre en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice. Donc l'autobiographie, on l'écrit sans contention. Ça veut dire quoi contention? C'est encore expliqué ici, c'est sans retenue. Ça veut dire que normalement, l'enjeu dans l'autobiographie, c'est de pouvoir tout écrire, aussi bien les qualités que les défauts. Donc les qualités, c'est simple de les présenter, de les exhiber au lecteur, mais les défauts, et surtout les défauts les plus ignobles, les plus dangereux par exemple, ou les plus méprisants ou méprisables, là on peut sentir de la contention, se dire de la retenue. On va avoir une inhibition psychologique qui va nous empêcher de tout déballer, de tout dire. Alors ici, selon le pacte autobiographique que Montaigne essaie d'établir, même si le lecteur n'est pas vraiment concerné par la lecture de ce livre, du point de vue de l'auteur, mais bon, dans ce livre, il allait écrire tout, sans contention, ni volonté d'embellir son image, ni artifice. Et pourquoi allait-il le faire? Car c'est moi que je peins. Et le moi humain, c'est un moi qui possède du positif et du négatif, des qualités et des défauts. Comme j'ai dit tout à l'heure, la contention, ça concerne surtout les défauts. Donc il va reprendre ici mes défauts s'ils iront vifs. Ça veut dire qu'il ne va rien cacher, même ses défauts. Ils vont s'y lire, et encore le Y qui reprend le livre, s'ils iront au vif, et ma forme naïve. Donc je serai naïf. Naïf, c'est quelqu'un qui raconte tout, d'accord, sans arrière-pensée, etc. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. De quoi parlera ce livre? Il ne parlera pas d'une analyse, par exemple, de quelque chose qui est externe à la personnalité de l'auteur. Au contraire, il va parler de lui-même du début jusqu'à la fin. Alors, maintenant, si le lecteur insiste sur le fait que l'autobiographie ou l'histoire de Montaigne, l'histoire personnelle de Montaigne l'intéresse, alors ici, ce sera le dernier conseil. Et c'est quoi ce conseil? Livré ou administré ou légué par Michel de Montaigne au lecteur, ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir ou un sujet si frivole et si vain. Donc il considère le fait de lire sa vie un sujet si frivole, un sujet futile qui n'a pas d'importance. Et ce sera juste une perte de temps. Donc c'est juste un conseil qu'il donne au lecteur. Mais bel et bien, hein, les lecteurs allaient acheter le livre. Pourquoi? Parce que pour eux, cet auteur est vraiment extraordinaire et vraiment à l'apogée de la littérature de l'époque. Et ce qui montre encore son importance, c'est très récemment encore, on a fait la publication des essais de Montaigne. Bon, et puis, ce qui montre que ce qu'on nous a dit ici, m'ayant perdu, ça veut dire il pressentait sa mort, et il ne voulait pas mourir sans leur laisser les traces qu'il cachait de sa personnalité, ses conditions, les quelques conditions, et il meurt, d'accord? Et ici, ce qui le montre, c'est adieu. Donc, quand on dit à quelqu'un adieu, c'est pas au revoir. Ça signifie que ce sera pour la dernière. Et puis de Montaigne, quand est-ce que ce 1er de mars 1580. Alors, les essais sont écrits entre 1580 et 1588, et l'analyse que nous avons donnée pour cette préface, et surtout cette prédiction de la mort, ou bien cette prévision de la mort, si on cherche dans la biographie de Montaigne, on va découvrir que 4 ans seulement séparent l'écriture des essais de sa date de mort, qui est 1592. Voilà, pour le premier texte.
On passe au deuxième texte. Et dans le deuxième texte, il s'agit d'un philosophe. Un autre philosophe, c'est Jean-Jacques Rousseau, musicien, philosophe, auteur de plusieurs livres ou histoires qui sont très intéressantes. À titre d'exemple, par exemple, le contrat social, les confessions, ici. Vous avez la préface des confessions qui est éditée pour la première fois en 1782. Je vais vous lire le texte. Il s'agit toujours de la présentation du projet autobiographique de l'auteur et en même temps le contrat autobiographique qui s'établit entre Jean-Jacques Rousseau et ses lecteurs. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature et cet homme ce sera moi. Moi seul, je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut me juger qu'après m'avoir lu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand il voudra. Je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. Être éternel rassemble autour de moi d'innombrables foules de mes semblables, qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères, que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise s'il l'ose, je fais meilleur que cet homme-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment un très très bon style. Et surtout, on va voir quelles sont les idées, on va essayer de tenter d'interpréter ce qu'il voulait dire. Dès le début, je forme une entreprise. Et là, ce n'est pas je crée une entreprise. Ce n'est pas une entreprise au sens de la société, mais je suis moi-même une entreprise. C'est-à-dire, je suis moi-même le produit. Un produit qui n'eut jamais d'exemple. Et là, c'est dès le début, on a l'impression que Jean-Jacques Rousseau se présente en mégalomane, en vaniteux, en orgueilleux. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Donc depuis sa naissance et avec l'exécution de sa vie, personne ne pourrait faire de même. Personne ne peut être le prototype de Jean-Jacques Rousseau. Je veux montrer à mes semblables. Les semblables, ça veut dire la race humaine. Il va leur montrer quoi? Un homme dans toute la vérité de la nature. Et cet homme, ce sera moi. Donc, dans cette autobiographie, écrite par Jean-Jacques Rousseau, intitulée Les Confessions, et d'ailleurs Confessions, dont le sens est faire des aveux, révéler des choses, d'accord? Et des choses qui peuvent être très dangereuses ou très négatives, des défauts, etc. Alors, il a dit qu'il va nous montrer à partir des confessions un homme dans toute la vérité de la nature. Et quand on dit la vérité de la nature, ce n'est pas la nature au sens global du terme, mais la nature humaine. Et la nature humaine fait que nous sommes tous dotés de deux postulations, une vers le mal et l'autre vers le bien. Ça signifie que notre personnalité elle est binaire. Elle contient des défauts et elle contient des qualités. Alors maintenant, la prise de conscience avec le pronom tonique moi, moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Ici, ce n'est pas le sentiment du cœur, mais c'est la connaissance personnelle. Il se connaît parfaitement. Et par cette connaissance, il connaît les hommes qu'il fréquente. Regardez bien. Moi seul, je sens mon cœur et je connais les hommes. Ok, je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. Donc, il commence par ceux qu'il fréquente. Et puis, il est sûr qu'il n'est fait comme aucun de ceux qu'il a vus. Là, on peut la lui accorder, c'est-à-dire on peut lui accorder la justesse de ce qu'il vient d'avancer. La suite sera encore plus choquante. Et d'ailleurs, la philosophie ou le philosophe, son rôle, c'est de choquer le lecteur. C'est aussi le pousser à raisonner, à penser, à cogiter. Et il dit par la suite, « J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. » Et là, on peut donc dire qu'il y a une exagération.
mais en même temps, il est prudent avec les mots qu'il utilise. Il n'est pas sûr, il n'a pas présenté cette prétention, ou plutôt cette idée comme une vérité, mais c'est pas une prétention, mais bon. Et il est dans la manière de la présenter très prudent. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. C'est-à-dire toute la race humaine, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin de la création, jusqu'à la fin des temps, pardon. Depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps, tous ceux qui existent ne sont pas comme lui. Alors comment peut-il le prétendre? Et surtout, comment allait-il nous convaincre de la justesse ou de la véracité de ce qu'il vient d'avancer? Maintenant, il continue en disant, si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Regardez bien, dans cette comparaison, il ne reconnaît pas l'infériorité, mais soit la supériorité, soit le fait qu'il est différent. Si la nature, regardez bien encore, il va reprendre la même idée, mais autrement avec une métaphore. Si la nature a bien fait de briser le moule dans lequel il m'a jeté, c'est-à-dire dans lequel il m'a créé, l'entreprise de tout à l'heure, elle est formée à partir d'un moule. La nature, c'est l'équivalent de Dieu, a bien fait de briser le moule dans lequel il m'a jeté. Et puis, parce qu'il prétend être vraiment, vraiment unique, d'accord, unique dans ce monde, et il n'y a aucun exemplaire de Jean-Jacques Rousseau, aucune personne qui lui ressemble. Il a dit, pour nous défier, c'est ce dont on ne peut me juger que. Ne que, c'est une restriction. Donc, pour juger Jean-Jacques Rousseau, s'il a ou non raison, il faut d'abord lire ses confessions. Donc, voilà le critère qu'il nous a proposé pour voir est-ce qu'il a raison ou bien il a tort. Il a dit ce dont on ne peut me juger qu'après m'avoir lu. Donc, il faut lire d'abord les confessions. Chacun de nous peut lire les confessions parce que nous sommes ses interlocuteurs, nous sommes ceux à qui il s'adresse, c'est-à-dire les lecteurs. Il faut lire les confessions de Jean-Jacques Rousseau pour voir est-ce qu'il a raison. Ça veut dire vous allez vous retrouver devant quelqu'un qui est différent. Ou bien il a tort si vous trouvez que dans les confessions, sa vie ressemble à la vôtre. Ou bien sa pensée. Parce que, encore une chose, pour la présentation de sa personnalité, il va la résumer en 3 verbes. Ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. L'être, l'action et la pensée. Bon, alors on continue. Il a dit, dans le 3e paragraphe, donc au début, dans le 1er et le 2e paragraphe, il s'adresse à nous, mais dans le 3e paragraphe, il s'imagine en position face à Dieu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand il voudra. Et la trompette du jugement dernier, c'est une trompette qui va faire que tous les humains ressuscitent, ça veut dire sortent de leur tombe pour venir au jugement au pied du trône. Le trône du souverain juge, ça veut dire de Dieu. Je viendrai, et là il est sûr, ce livre à la main. Normalement, dans notre croyance musulmane, chacun doit venir devant Dieu avec un livre, soit à gauche, soit dans la main gauche, soit dans la main droite. Et ce livre est écrit par les anges qui nous ont accompagnés ou qui nous accompagnent dans notre vie. L'ange de droit, ou du côté droit, rédige sans arrêt les bonnes actions et les bonnes intentions, alors que celui qui est à gauche, au côté gauche, rédige sans arrêt les mauvaises actions et les mauvaises intentions. Lui, il n'a pas besoin de venir avec ce livre des anges, il n'a pas besoin, il se présente comme non hypocrite et quelqu'un qui peut présenter aussi bien ses défauts comme ses qualités. Il a dit, je vais venir, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge, et puis je dirai hautement, c'est-à-dire fièrement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. Donc il résume sa vie en 3 actions, en 3 verbes, pardon. C'est l'action faire, c'est la pensée et l'être. Être éternel, c'est-à-dire Dieu. Mais encore, on a l'impression qu'il est incroyant,
avec la trompette du jugement dernier, puis le souverain juge, être éternel. Mais voyez bien, par la suite, il ne va pas utiliser le vous de politesse. Vous voyez, rassemble. Encore, c'est l'impératif. L'impératif signifie soit le conseil, soit l'ordre. Donc on imagine sur le philosophe devant Dieu qui va, je ne sais pas, est-ce qu'on va considérer ici rassembler comme ordre ou bien comme conseil. Mais dans les deux cas, c'est incompatible face à l'être suprême. Il a dit rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables, c'est-à-dire tous les humains depuis la création, le début de la création et jusqu'à la fin de la vie ici-bas. Après le ressuscitement, c'est pas il demande, mais il ordonne à Dieu de les rassembler autour de lui. Puis qu'ils écoutent. Et là, c'est encore un style soutenu quand on prend la subordonnée conjonctive toute seule sans mentionner la principale. Mais on peut donc imaginer la phrase incise, pardon, c'est-à-dire effacée. Je peux dire j'aimerais qu'ils écoutent mes confessions. Ah bien, il faut qu'ils écoutent mes confessions. Il faut qu'ils gémissent de mes indignités. Il faut qu'ils rougissent de mes misères. Regardez bien. Ça signifie qu'il se présente ici comme un être humain, avec toute sa nature humaine, et surtout dans les confessions, il va y avoir des mauvaises choses faites, des mauvaises actions, et qu'il attend les réactions des humains face à ces imperfections. Puis, il est sûr, pourquoi est-il fier de cette exhibition, d'accord, de ces parties de sa personnalité? Parce qu'il est sûr que tous les êtres humains pêchent. Tous les êtres humains ont fait de leur part de mauvaises actions. Ainsi, il dit, il faut que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité. Et puis qu'un seul, d'ailleurs il est encore sûr, qu'un seul te dit s'il l'ose, je fus meilleur que cet homme-là. Vous voyez? Donc l'infériorité de tout à l'heure, il n'accepte pas. Soit il est différent, soit il vaut mieux. Soit lui, il est meilleur que les autres, ou bien, au moins, il est différent. Je reprends cette idée ici. Il a dit, si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Et il sait que, même devant Dieu, en nous défiant, que personne n'oserait dire je fus meilleur que Jean-Jacques Rousseau. Bon, alors ici, Jean-Jacques Rousseau nous a amené dans ses cogitations, c'est-à-dire ses idées, etc. Et on revient surtout au contrat social, c'est pas contrat social, mais au pacte autobiographique établi par lui avec le lecteur, en nous disant que l'autobiographie sera sincère, d'accord, sincère, et puis que l'autobiographie doit contenir aussi bien les qualités que les défauts. Voilà. Puis, ok, merci beaucoup. Donc, c'est la fin de la présentation de ces deux textes. Bien sûr, il y a encore, j'ai oublié, il y a les questions auxquelles on doit répondre. Première question. Dans chacun de ces deux textes, qui parle à qui, puis justifiez votre réponse en vous appuyant sur des éléments précis. Donc, pour Montaigne, il s'adresse au lecteur. Et puis, ce qui le montre, c'est le lecteur en tant qu'interlocuteur. Et vous avez aussi T, t'averti, etc. Vous avez le texte A, expliquez la phrase. D'ailleurs, la même question, on l'aura pour le deuxième texte. Dans le deuxième texte, vous avez Jean-Jacques Rousseau qui s'adresse... Pardon. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à tous les semblables, ça veut dire à la race humaine. Pour le texte A, vous avez expliqué la phrase « Je suis moi-même la matière de mon livre ». Dans l'autobiographie, l'auteur égale le narrateur égale le personnage principal. Alors, qui écrit? C'est Michel de Montaigne. Qui va raconter l'histoire? C'est lui-même, Michel de Montaigne. Et qui sera le personnage principal des actions et de la vie qu'il allait raconter? C'est lui-même, Michel de Montaigne.
Donc c'est pour cela qu'il a dit « Je suis moi-même la matière de mon livre ». Donc il va raconter sa propre vie d'ailleurs dans la définition de autobiographie. Graphie c'est l'écriture, auto c'est personnel, et puis bio c'est la vie, c'est l'écriture de sa propre vie. Pour la question suivante, relevez dans le texte B une phrase du sens équivalent. Alors une phrase du sens équivalent c'est un homme dans la vérité de la nature, et cet homme ce sera moi. Donc c'est la même phrase ou le même sens. Et d'ailleurs, il y a 5 siècles, presque, c'est pas 5, mais 3 siècles, presque 3 siècles, entre l'époque où a vécu Jean-Jacques Rousseau et l'époque où a vécu Michel de Montaigne. Et pourtant, ils sont mis d'accord sur plusieurs points. Puis, à votre avis, où sont placés ces deux textes dans les ouvrages? Puis, quelle est la fonction de ces deux textes? Donc, ils sont placés dans les avant-propos, bien dans les préfaces, et en même temps, leur fonction, c'est quoi? La fonction de ces textes, c'est de présenter le projet autobiographique et d'établir le pacte de l'écriture selon lequel l'auteur ou l'autobiographe s'engage à ne dire au lecteur que la vérité de ce qu'il a vécu, sans contention, c'est-à-dire sans retenue, et sans artifice, sans essayer d'embellir son image. Puis la question 4, quel engagement chacun des auteurs prend-il vis-à-vis du lecteur? Alors cet engagement, c'est ce que j'ai appelé le pacte autobiographique. Chaque autobiographe s'engage à ne dire que la vérité. Exemple ici, il a dit « Voici un livre », c'est ici un livre de bonne foi. Donc un livre où il ne va pas mentir. Juste votre réponse pour la première et également pour le second, mais bon. Ces questions sont posées sur le texte A. Je passe au texte B. Dans le texte B, vous avez à qui Rousseau s'adresse-t-il dans le dernier paragraphe? Dans le dernier paragraphe, il s'adresse au souverain juge. Vous avez ici être éternel. Puis je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Donc ce sera son interlocuteur. Mais surtout, il va lui donner des ordres, des conseils. Ce n'est pas des conseils, mais des ordres. Et Dieu, c'est lui qui va s'exécuter. C'est-à-dire, c'est lui qui va exécuter les ordres de Jean-Jacques Rousseau. Si on peut concevoir la chose comme ça. Mais bon, on continue avec la question suivante. Vous avez dans quelle situation s'imagine-t-il? Il s'imagine dans la situation du jugement dernier. Quel rôle s'attribue-t-il? Au cours de ce jugement, il s'attribue le rôle d'un humain face à Dieu qui reconnaît les deux postulations dans sa personnalité ou bien les deux faces de sa personnalité, le mal et le bien. Il le fait de manière fière parce que c'est un être humain et l'être humain est imparfait. C'est ainsi qu'il dit que à tous ses semblables, en les réunissant, ils vont se découvrir dans les misères de Jean-Jacques Rousseau et se reconnaître aussi dans ses indignités. Et puis en même temps, il est sûr que chacun va faire la même chose, c'est-à-dire chacun va présenter cette nature humaine avec du mal et du bien. Puis la question suivante, vous avez quel rôle s'attribue-t-il au cours de ce jugement? Pour répondre, soyez attentif au mode des verbes employés, donc il a utilisé le mode indicatif, le mode subjonctif, ça signifie une obligation. Et puis, au vocabulaire, exprimons un jugement. Alors, j'ai dit subjonctif, vous avez ici qu'il, à chaque fois vous avez le que ici, que suivi du subjonctif, que suivi du subjonctif, et puis que subjonctif. La même chose pour que suivi de subjonctif. Et donc, plusieurs fois, c'est un parallélisme syntaxique, c'est-à-dire les phrases syntaxiquement sont écrites de la même manière. Ok. Et puis, bien sûr, le sens de ces phrases qui sont subordonnées, les propositions subordonnées, est relatif surtout au verbe qui est avant que, mais on peut choisir l'obligation. Il faut qu'ils écoutent mes confessions, il faut qu'ils gémissent de mes indignités, il faut qu'ils rougissent, etc. Donc on reprend l'obligation, le verbe falloir. Question 6. Comment Rousseau a-t-il intitulé son autobiographie? Il a intitulé Les Confessions. Et puis, quel sens qu'a ce mot confession? Bien sûr, chez les chrétiens,
les gens, parce qu'ils ont péché, doivent reconnaître leur péché devant un prêtre ou face à un prêtre pour que Dieu leur pardonne les erreurs. Puis, quelle fonction l'autobiographie? Bon, pour Jean-Jacques Rousseau, les Confessions, c'est tout simplement son autobiographie. Ça signifie qu'il a une forte personnalité, aussi fort, assez fort pour pouvoir cacher ses secrets. Ça signifie qu'il ne va pas les cacher, il va les dire de manière haute, fière, etc. Et puis fier, pourquoi? Parce qu'il a dit, même dans mes péchés, même dans cette personnalité, ou cette partie de la personnalité négative, je serai soit meilleur, soit autre, et non pas inférieur. Question suivante, quelle fonction l'autobiographie semble-t-elle remplir pour lui? Donc l'autobiographie semble établir chez lui une extériorisation de ce qu'il ressent, de ce qu'il est. Et en même temps, c'est une sorte de plaidoyer parce qu'il prend en charge il nous enseigne comment on doit s'accepter en dépit du fait qu'on a des défauts. Il faut les accepter et il faut en être fier. C'est pas pour les garder, mais bon, parce qu'on est des êtres humains. Et puis, c'est ça peut-être. Donc, on peut avoir à discuter ces choses en classe. Pour le vocabulaire, vous avez donné le sens du mot fin. Le mot fin dans la ligne 12, c'est finalité, ça veut dire le but. Puis on vous propose, ou on vous demande de proposer un mot de la même famille, c'est finalité. Trouvez dans la suite du texte un synonyme de fin. Alors dans la suite du texte, par rapport à Montaigne, c'est dessein. Un tel dessein, ça veut dire un tel but. Question 2, donnez la définition de frivole. Et oui, frivole et vain. Donc c'est vain, ça veut dire futile, qui n'a pas de valeur. Et réutiliser ce mot dans une phrase de votre invention, ça c'est fait en classe. Texte B, quel est ici le sens du mot entreprise, ça veut dire produit. Puis cherchez un verbe de la même famille et employez-le dans une phrase, c'est le verbe entreprendre. Merci beaucoup.